Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Mettez-vous d'accord, donc de 10h30 à midi. Bonjour à nos 4 débatteurs que je vous présente tout de suite. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, un vieux gaulliste. Et vieux, c'est pas péjoratif, hein. C'est parce qu'on connaît votre passion pour un jeune gaulliste. Je suis gaulliste depuis Vercingétorix. Voilà, si vous voulez. Jacques, salut bonjour fraternité. Bonjour à vous. Vous êtes maire de Maisons-Laffitte, je le disais, en région parisienne, dans les Yvelines. Et puis candidat, vous avez été candidat, LR Ciotiste, LR RN, aux dernières élections législatives. Complètement de l'autre côté de la scène politique, si j'ose dire, Baptiste Ménard. Bonjour Baptiste. Bonjour Thierry. Vous êtes, vous, adjoint au maire PS de Mont-Saint-Barreuil, membre du Parti Socialiste en effet. Vous êtes venu du Nord pour nous aujourd'hui dans les studios ici. Un centriste, Thomas Elexoser, secrétaire général des centristes, élu lui-même du département de l'Eure, conseiller départemental de la Normandie. Vous êtes venu de Normandie pour nous. Bonjour, ravi de vous avoir tous les trois ici. Et puis Benoît Perrin, les contribuables associés. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette association, les contribuables associés? Alors c'est Benoît, très simplement un groupe de pression qui milite pour une gestion économe de l'argent public. Donc il fait pression sur les décideurs pour que chaque vous avez du boulot en ce moment. Hein. Exactement. Vaste programme. Vaste programme, comme dirait le général. Merci de votre présence à tous les 4. Bonjour Benoît. Eh bien écoutez, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être on va aller très loin avec vous, Benoît, parce qu'à propos d'argent public, 75% en 8 ans, même un peu plus, de disparition du PIB du Venezuela, près de 80% de la richesse nationale qui a fondu, c'est le Venezuela socialiste de Maduro, et Maduro qui affirme qu'il a été réélu alors que certains disent qu'il a fait que 30% des suffrages. Vous vouliez en faire, vous, votre coup de gueule? Alors, non, c'est plutôt un coup de cœur, justement, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre au Venezuela en ce moment ce qu'on a vécu en 1989, qui est une date clé, puisque comme vous le savez, il y a eu des élections enfin en URSS, en Pologne, et surtout, évidemment, c'est en novembre, la chute du mur de Berlin. Alors le successeur de Chavez, effectivement, Maduro, qui était donc candidat pour la 3e fois, lui qui a été élu en 2013 et 2018, et alors que tous les sondages estimaient sa défaite, eh bien, à la grande stupeur, on apprend que finalement, il a gagné à quasiment 51% des voix, ce qui provoque en ce moment, notamment à Caracas, un vrai soulèvement populaire de contestation des élections. Et là, on n'a jamais vu des choses comme hier où une statue de Maduro, de Chavez a été abattue par la foule. Le vrai sujet, c'est l'armée va basculer de quel côté? C'est la grande question qu'on se pose, parce que c'est elle qui a les moyens. Alors il y a déjà une partie de l'armée, comme vous le savez, qui dans plusieurs villes effectivement soutient les opposants à Maduro. Mais il faut dire, je parlais d'un soulèvement populaire. Il y a un risque de guerre civile. Ah, il y a un risque de guerre civile. Alors votre coup de cœur, c'est quoi? Le coup de cœur, c'est justement la libération probable justement de ce pays du joug collectiviste. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, optimiste, parce que c'est pas du tout garanti. C'est pas garanti, mais en tout cas, il y a un espoir. Il n'y avait pas d'espoir jusqu'à il y a peu de temps. Là, vraiment un véritable espoir. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un soulèvement populaire, parce qu'en fait, notamment le peuple est justement la première victime des politiques économiques désastreuses menées depuis l'arrivée de Chavez en 1999. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait Chavez? Nationalisation en masse, blocage des prix, ça nous rappelle des propositions qu'on entend en France. Surexploitation du pétrole, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils n'ont pas développé leur économie, ils se sont assis uniquement sur les rentes pétrolières. Impression monétaire monstrueuse, ce qui fait qu'il y a une inflation galopante. Et puis évidemment, une corruption généralisée. Juste un chiffre assez amusant. Vous savez que quasiment tous les ans, Transparency International fait un classement des pays les plus corrompus au monde. Le Venezuela est à la 177e place sur 180. Donc ce que vous appelez votre coup de cœur, c'est un coup de cœur en soutien à ceux de la population qui osent braver l'armée et les milices pro-Maduro dans le Venezuela socialiste. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que le Venezuela est le 3e producteur au monde de pétrole. C'est un pays dans lequel les gens devraient vivre convenablement, et on voit qu'il n'y a pas d'eau partout, l'électricité n'est pas généralisée, le peuple souffre, la misère a explosé, vous l'avez dit, le revenu par habitant s'est effondré en l'espace de 15 ans. Il y a 8 millions sur 28 millions d'habitants, 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Enfin, je veux dire, c'est un désastre monstrueux. Donc, petite lumière, j'espère que le Venezuela va être comme l'Argentine, le Salvador ou l'Équateur, enfin, que ce soit un pays dans lequel soufflent enfin les libertés. Thomas Elexoser. Je rejoins mon collègue. Il y a 3 ans, j'avais pu rencontrer Margarita Cadenas, qui est une réalisatrice vénézuélienne et qui a réalisé Femme du chaos vénézuélien.
et qui était un reportage clandestin. Elle a eu le courage de retourner dans son pays et de tourner, de filmer le quotidien des femmes dans le pays. Et on peut voir à quel point la misère est arrivée dans ce pays qui devrait être un des pays les plus riches au monde, puisqu'il a la plus grosse réserve de pétrole lourd de toute la planète sous ses pieds. Il reste encore tellement à découvrir dans les richesses sous le sol du pays, et le pays n'a pas mis les moyens de recherche et d'innovation, et bien évidemment le programme désastreux qu'ils ont mené. Et ce reportage m'avait vraiment glacé, parce qu'on voyait des femmes se battre pour tout, dans un pays qui devrait être si riche, se battre pour la santé, pour l'alimentation, etc. Les médicaments. Et les médicaments. Et je tenais à rendre hommage à Margarita, qui avait vraiment fait un exploit, parce qu'elle avait pris le risque de ramener les vidéos en secret et d'amener en Europe ce reportage édifiant qui donc s'appelle Femmes du chaos vénézuélien. Et qu'on trouve sur Internet qui avait été diffusé à l'occasion du mois du film documentaire. Je pense qu'il peut se retrouver facilement. Baptiste Ménard, le mot socialiste, évidemment, ça vous dit quelque chose. Alors évidemment, c'est pas votre socialisme, mais quand même, dans la coalition que vous soutenez, la coalition du Nouveau Front Populaire, il y a une partie de votre coalition dans laquelle il y a les fistes et Jean-Luc Mélenchon, qui est un grand soutien de Maduro. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Chacun sait que je ne partage pas... non, chacun ne le sait pas, mais à vous de le dire. Je le redis, chacun sait que je ne partage pas les outrances et la radicalité et un certain nombre de propositions et de points de vue qui sont exprimés par Jean-Luc Mélenchon, donc je suis très à l'aise là-dessus. Moi, je suis un démocrate, je suis attaché à la démocratie, à la liberté, et donc ce que je souhaite, c'est qu'effectivement les organisations internationales compétentes puissent regarder ce qui se passe. Il y a quand même un risque de guerre civile au Venezuela, avec effectivement un paradoxe que ce pays, normalement, est assis sur une manne financière absolument incroyable, et pour autant, on voit bien, et en particulier ces dernières années, et depuis l'arrivée de Maduro, que il ne parvient pas à régler les problèmes de la population, et qu'il y a un appauvrissement absolument effarant et inquiétant de la population. Donc encore une fois, voilà, moi je souhaite qu'on puisse regarder cela de très près, et que on tente, j'allais dire presque une médiation, parce que ce que j'ai lu jusqu'à présent, ce que j'ai lu, me font craindre effectivement une guerre civile. Benoît Perrin. Je crois qu'au-delà de l'aspect démocratique, je crois qu'il faut aussi tirer des leçons économiques des mesures qui ont été mises en place. En France, vous voulez dire ? Des leçons économiques, effectivement, en France, à partir des expériences qui sont menées dans certains pays d'Amérique latine. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire que le Nouveau Front Populaire reprenne des positions, des mesures, qui ont été mises concrètement en application. Et qui figurent dans son programme aujourd'hui ? Exactement, notamment le blocage des prix, et qui génèrent des pénuries, on le sait, notamment, justement, au Venezuela, c'était le cas. Et je comprends pas que, effectivement, la gauche la plus radicale ne prenne pas des leçons d'expériences qui ont échoué partout dans le monde. Ça s'appelle l'idéologie. Je n'appartiens pas à la gauche radicale. S'agissant quand même du blocage des prix, le gouvernement Macron l'a fait sur un certain nombre de fluides. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse le qualifier de gouvernement socialiste. Réaction de Jacques Méard. Écoutez, ce qui se passe en liaison entre Mélenchon et le Venezuela, ça s'appelle l'idéologie. On est en plein mythe idéologique de la nouvelle Nouveau Front Populaire, sans se rendre compte que des mesures aussi radicales vont être à l'opposé en conséquence, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner le chaos. Et ce qui se passe au Venezuela, malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que ça dure depuis des années, et le dictateur qui est là-bas, réussit à chaque fois de sauver sa peau, mais il y a effectivement aujourd'hui un risque de guerre civile, et on ne sait pas où va tomber l'armée. Parce que si vraiment il a perdu de manière aussi large, les militaires le savent et vont pas s'amuser à jouer les arbitres, bien au contraire. Oui, alors vous avez bien compris, je parle là à ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous, et si vous voulez réagir, d'ailleurs, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, on vous passera à l'antenne, on vous proposera d'intervenir à l'antenne de Sud Radio, mais vous avez bien compris que si on parle du Venezuela, c'est que, au moins sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan idéologique, il y a un lien avec la politique française. On va y revenir avec nos 4 débatteurs, c'est Mettez-vous d'accord, c'est sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Alors, il y a quelques instants, avec nos 4 débatteurs de ce Mettez-vous d'accord jusqu'à midi, nous étions au Venezuela. Nous traitions en tout cas de la réélection très contestée d'un Venezuela au bord de la guerre civile, de Maduro, donc le président Maduro qui prétend avoir été réélu. Et on va aller aux États-Unis avec Baptiste Ménard pour son coup de cœur. Mais auparavant, je ne peux pas ne pas vous rappeler cette actualité que vous avez peut-être suivie en direct d'ailleurs, un peu folle. Vous étiez peut-être sur France Télévisions pour suivre ce triathlon qui a bien eu lieu. Elles se sont baignées dans la Seine. Les femmes, donc les athlètes féminines en triathlon ont mené leur compétition vélo, course et donc nage libre, en eau libre en tout cas, la Seine où elles se sont baignées ce matin. Et puis donc cette victoire chez elles à domicile de Cassandre Beaugrand, un nom qui va rester, on peut le dire, médaille d'or, 6e médaille d'or pour la France et première victoire de ce niveau en triathlon aux Jeux Olympiques et au niveau mondial. C'est formidable. On y reviendra, vous le savez, entre midi et 13h avec Joseph Ruiz, et on va parler des JO avec Jacques Miard et Thomas Alexoser. Mais avant, votre coup de cœur, Baptiste Ménard. On va passer donc du Venezuela, on remonte un peu le long de la côte américaine. Absolument. Et on va aux États-Unis. Mon coup de cœur pour le début de campagne de Kamala Harris, la candidate démocrate, pas encore investie, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je trouve que c'est assez incroyable le début de cette campagne américaine. On passe d'un débat raté fin juin à une tentative d'assassinat de Donald Trump, puis du renoncement de Joe Biden et le lancement de la fusée Harris. Alors, au moment du passage de flambeau, moi, je vous avoue, j'ai sans doute été... Oui, bien sûr. La fusée Harris, c'est une métaphore. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que c'est vrai que je suis depuis très longtemps le parcours de Joe Biden et je trouve que c'est vraiment un parcours assez remarquable, y compris personnel et politique, d'un homme résilient qui a d'ailleurs un très bon bilan au terme de ses 4 ans. Mais voilà, il a fait le choix de faire primer un choix très difficile et qui est franchement tout à son honneur. Très peu d'hommes politiques qui sont en capacité de le faire. Donc il a fait prévaloir ses convictions au détriment de son intérêt personnel et de son ambition. Et depuis quelques jours, donc on voit vraiment un effet, une dynamique autour de Kamala Harris sur les réseaux sociaux. Où c'est médiatique. Écoutez, moi j'ai été impressionné. J'ai été impressionné à la fois par la levée de fonds, mais aussi par la ferveur qui se dégage dans les meetings. Vous avez vu cette nuit à Atlanta, c'est absolument incroyable. Ça nous rappelle les meilleures heures de la campagne de Barack Obama. Donc elle soulève de l'enthousiasme, de l'empathie, de la sympathie. On voit bien ce que vous voulez dire là. On sent Donald Trump qui est déstabilisé. Voilà, les lignes sont en train de bouger, y compris dans les swing states, ce qui est très important. Donc c'est pas encore gagné pour Kamala Harris, mais il y a une petite flamme à entretenir. C'est pas un peu de la méthode Coué là? On sent que vous voulez un effet Obama, que vous voulez pousser le truc. Il y a quand même, c'est absolument incroyable de voir les ralliements aussi qui se sont faits et opérés en très peu de jours. Voilà, on sent que le Parti démocrate, voilà, il a de l'espoir. Thomas Alexoser. Moi, j'ai été très choqué. Je pense que Trump est intelligent. J'ai été très choqué par sa réaction à l'annonce de Biden. Il aurait dû saluer le combat d'un homme qui a donné 50 ans de sa vie au service de l'État en étant élu pendant 50 ans. Et il a attaqué Biden le soir de son renoncement de manière innommable. C'est la première chose. Il a été un Trump qui était noble et élégant quand il a été attaqué et qu'il a reçu cette balle. Il aurait dû dire. Ça n'a pas duré longtemps. Le chef des armées américaines. Et je salue l'homme qui a consacré quand même sa vie et qui a eu un parcours extraordinaire. Trump est revenu à ses fondamentaux, assez vulgaire et agressif. C'était une séquence totalement ratée pour lui. Et là où je rejoins Baptiste, c'est que les Obama, qui au moment de l'annonce ont montré beaucoup de réticence, se sont mis en retrait. À l'égard de Kamala Harris. À l'égard de Kamala Harris, on vient complètement de retourner la situation. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui cartonne où les Obama appellent Kamala Harris, les deux ensemble, en disant on est avec toi, on te soutient, etc. Et ils vont nous faire un show fin août. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Incroyable. Mais Jacques Miard, alors vous avez l'impression que Baptiste Ménard prend ses désirs pour des réalités, que Trump va rester le plus solide? Je vais vous dire, je suis toujours assez stupéfait de voir les Français s'enthousiasmer pour des élections dans lesquelles ils vont pas voter. Ça m'a toujours paru assez extraordinaire, parce que les États-Unis sont les États-Unis, et je peux vous dire que quel que soit le président américain, les Américains nous font jamais de cadeaux.
Donc, il faut regarder la réalité en face. Donc, Kamala Harris ou Biden ou Trump, ça vous... Oui, mais il faudra s'en méfier, c'est ça que vous dites. Je ne reprocherai jamais au gouvernement américain de défendre ses intérêts. Ce que je peux reprocher au gouvernement français, c'est de se coucher derrière les Américains et d'être des vassaux totalement, je dirais, serviles. Et vous trouvez que c'est le cas en ce moment ? De ce côté-là. Maintenant, on va voir, parce que, je veux dire, l'élection américaine ne fait que commencer, et avec Trump, on a une bête de cirque, et puis avec Kamala Harris, il va falloir qu'elle prouve qu'elle n'est pas simplement la vice-présidente dormante auprès de Biden, parce que le problème, il est là. Donc, attendons de voir. Moi, je vais pas m'enthousiasmer pour l'un ou pour l'autre. La seule chose que je sais, c'est que ni l'un ni l'autre ne défendront les intérêts français. Benoît Perrin, ça c'est sûr. Hein, ils défendent d'abord les intérêts américains. Il y a peu de chance. À nous de pas être naïfs, quoi. Non, il y a peu de chance. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, ça pouvait pas être pire que Biden. Donc, par définition, ça Biden, ne peut le lapsus, c'est que aurait fait un bide. Et justement, c'est mon deuxième point. Je crois que l'écart est tellement important que j'ai quand même du mal à croire que Harris va réussir à remonter la pente. Et puis, troisième point, en fait, je crois que Trump peut dire merci aux organisateurs de la dernière cérémonie des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Puisque, comme vous le savez, Trump a énormément tapé sur l'organisation, notamment sur les scènes dont on a déjà parlé à ce micro, que ce soit justement la scène en l'occurrence, que ce soit la décapitation de Marie-Antoinette ou encore des défilés de personnes, on va dire LGBT pour aller très vite. Mm-hmm. Et comme vous le savez, les Américains, ils ont une foi chevillée au corps et ils sont très attachés justement à leur religion. Et donc du coup, on sait très protestant, un peu catholique, mais très exactement, mais protestant donc chrétien. Et donc du coup, on sait que notamment chez les centristes, le discours de Trump, à mon avis, peut porter en disant que cette cérémonie était une insulte aux croyants. Et donc les centristes, je crois, peuvent se sentir profondément gênés par ce qui s'est passé à Paris. Il y a des centristes aux États-Unis ? Oh bah oui, notamment dans les pays, dans les fameux Swiss State. Voilà, exactement. On sait que ça va évidemment basculer là-bas, et je crois que cette cérémonie est en fait un peu du carburant électoral pour Trump, parce que ça risque de mobiliser des électeurs qui hésitaient. Il l'a traité parce que c'est une question qui lui a été posée, mais est-ce que c'est vraiment un sujet aux États-Unis aujourd'hui ? En tout cas, il a tapé très très fort sur la cérémonie des JO. Très fort. On va parler de cette cérémonie avec Jacques Miard dans quelques instants et Thomas Alexoser, mais enfin, je m'attendais pas à ce que l'un d'entre vous ce matin nous explique que finalement la cérémonie des Jeux Olympiques est un élément du débat de la campagne électorale présidentielle aux États-Unis. On a beaucoup parlé. En tout cas, il s'en est servi. On va voir justement ce qu'en pense Jacques Miard dans un instant, mais d'abord, on fait une pause publicitaire et on se retrouve dans ce Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Restez avec nous sur Sud Radio. Très belle matinée à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est parti pour Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec nos 4 débatteurs. On va parler des Jeux Olympiques. Comment passer à côté des Jeux Olympiques, bien entendu. C'est l'objet de débat parce qu'on est encore sur des critiques de la cérémonie d'ouverture. Mais il y a les faits, tout simplement. Et là, il y a la 6e médaille d'or et cette victoire considérable. Le triathlon, c'est peut-être une des épreuves les plus difficiles qui soit dans le sport, du vélo, de la course et bien sûr de la natation. Nage en eau libre, et cette Cassandre Beaugrand qui a réussi à nous rapporter cette 6e médaille d'or, 6e médaille d'or en tout, et la première de l'histoire du triathlon en France. Alors, nos invités, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Baptiste Ménard, socialiste, maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord, Thomas Alexoser, centriste et secrétaire général du groupe Les Centristes, élu du département de l'Eure, et Jacques Miard, qui est élu, on a une brochette d'élus ce matin, c'est formidable, qui est élu de Maisons-Laffitte, puisque vous en êtes le maire, monsieur Miard, et vous avez été, je le rappelle, candidat LR Ciotiste, LR-RN, aux dernières élections législatives. Alors, vous vouliez revenir sur les JO, vous, et sur la cérémonie d'ouverture. Alors, je vais vous dire, mais ça date de vendredi, c'est fini les débats sur la cérémonie d'ouverture, Jacques. Non,
non. Alors, on va commencer par un coup de cœur et saluer l'engagement non seulement des élus qui sont présents sur le plateau, parce que avoir des citoyens qui s'engagent en politique, aujourd'hui, effectivement, il faut le saluer, parce qu'on est fortement critiqué. On est presque plus critiqué que les journalistes, c'est tout dire. Bon, mais cela étant, donc un coup de cœur à tous les athlètes qui nous rapportent bien sûr des médailles, mais à tous les athlètes qui sont engagés et qui vivent l'événement de leur vie. Cela étant, je ne peux pas laisser passer, je dirais, ces bobos salonnards qui se pâment d'admiration sur ce défilé à longueur de temps, comme si c'était véritablement le Deus ex machina de la vie internationale. Le défilé, c'est la cérémonie d'ouverture. Oui, mais attendez, la cérémonie d'ouverture, il y a plusieurs choses. Je vous rappelle, et je sais que je connais beaucoup de gens qui ont travaillé pour que ça réussisse, notamment sur le plan de la sécurité, parce qu'on avait la trouille que de laisser passer comme ça des navires de cette manière, cela soit un risque majeur. Absolument. Et ça a entraîné je dirais, très forte mobilisation des gendarmes et de la police avec des coûts absolument fabuleux. Mais remarquable. Donc, il faut quand même dire, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était merdique. On a vu des petites bargasses passer. On a vu, je dirais, aucune unité d'ensemble, alors que si ça s'était passé dans un stade, on aurait vu, je dirais, beaucoup plus de ferveur. Et puis ensuite, on a vu un certain nombre de scènes wokistes qui, paraît-il, c'est la France de demain, il faut la glorifier, etc. Moi, je ne vais pas juger sur le fond parce que je suis agnostique, mais ce qui est certain, tout à l'heure, certains disaient que M. Trump avait massacré la cérémonie. Il faut savoir que si on avait mis en exergue, justement, et montré du doigt l'intégrisme islamique, alors là, je peux vous dire que ça aurait été un tollé en disant c'est lamentable, etc. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Cette cérémonie, je me demande même si on va pas changer de devise de la République, qui est l'égalité, oui, liberté, égalité, fraternité, médiocrité. Oh. Je répète, liberté, égalité, fraternité, médiocrité. Je pense que ça va nous coller à la peau, parce que l'on veuille ou non, la dernière partie était bonne, parce que on nous avait dit on va vous montrer les événements de Paris, les événements de la France. On ne les a vus que dans la dernière partie qui a été réussie. Je le dis comme je le pense. Notamment avec la flamme qui est montée dans les cieux et derrière avec le Louvre qu'on a vu. Mais la première partie, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Hein. Bon, mais alors Jacques Miard, vous nous dites clairement, je comprends bien, hein, par exemple, vous auriez préféré dans un stade parce que ça aurait mis plus en valeur les sportifs. C'est ce que vous dites que cette fois-ci que sur les bateaux. Mais sincèrement, vous n'avez pas versé une larme comme moi au moment de la garde républicaine avec Aya Nakamura la garde républicaine, je parraine, la ville de Maisons-Laffitte parraine le premier régiment. Oui, la garde républicaine. La ville de Maisons-Laffitte parraine le premier régiment de la garde républicaine. On les connaît. Je peux vous dire, quand ils font leur cérémonie à Maisons-Laffitte pour le passage du commandement, ça a plus de gueule de ce qu'on a vu là sur le pont. Et la Marseillaise, ça vous a pas fait vibrer? Mais non, enfin c'était ridicule. Ah bon? Ridicule. On a mélangé un peu tout avec une pseudo-chanteuse dont on n'a rien à foutre. L'artiste francophone la plus écoutée au monde. Mais soyez un peu sérieux, redescendez sur terre, assez de bobos. Alors attendez, réaction Jacques, on a compris et on vous écoute et on respecte. Mais est-ce qu'il faut qu'on y passe la matinée? Il y a eu tellement de débats déjà. Vous allez un peu trop loin, Jacques. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il y a eu quand même techniquement, visuellement une réussite qui aura des retombées mondiales gigantesques. Déjà le cas, c'est déjà le cas. Sur un chapitre plus franco-français, la cérémonie du rugby n'avait pas plu non plus, parce qu'on avait trouvé que c'était trop kitsch, et donc on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Je pense quand même qu'il y avait un travail scénique, même si je n'ai pas tout aimé, je n'ai pas forcément tout aimé, le défilé que nous avons eu, qui a été hyper prégnant dans la cérémonie, sur le pont, le défilé de mode, etc. J'ai pas tout aimé, mais je dois quand même saluer le travail incroyable de Thomas Joly sur cette mise en scène, cette mise en valeur de ce patrimoine français architectural. Vous êtes masochiste. Vous êtes
êtes maso. Baptiste Ménard. Vous êtes un maso, Thomas. Moi, je salue effectivement aussi le travail qui a été réalisé par Thomas Joly. Je crois que ça a été beaucoup apprécié. Je crois que ça mettait en valeur à la fois le patrimoine, la beauté de la ville de Paris, les athlètes, et puis aussi, moi je le dis, je vais faire taper sur le cul Jacques Miard, mais moi j'ai trouvé effectivement que la prestation d'Aya Nakamura était la meilleure réponse possible à toutes celles et ceux qui lui avaient contesté sa légitimité. Et nous avons vu d'ailleurs la garde républicaine qui était aussi très heureuse de pouvoir partager ce moment avec elle. Donc franchement, moi j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie, et donc je ne vois pas bien pourquoi l'extrême droite se cabre sur ce sujet. C'est aussi la liberté artistique. Mais il n'y a pas d'extrême droite. Tu déconnes en parlant d'extrême droite. C'est une question de faire connaître et de faire savoir. Contrairement à ce que vous dites, beaucoup de gens ont quitté Paris ont quitté la cérémonie parce qu'ils ne voyaient rien. À la télévision, effectivement, on pouvait s'y reconnaître un peu, mais arrêtez de vous pâmer devant ce qui est franchement, c'était médiocre. Jacques Miard, on respecte ce que vous dites, puis on vous écoute, hein, mais sincèrement, depuis vendredi, il y a eu plusieurs études d'opinion, s'il n'y en avait eu qu'une, et globalement, l'ensemble des Français, y compris ceux qui ont voté RN ou qui ont voté pour vous, disent c'est magnifique, et c'est un moment de fierté que même si on n'a pas aimé certains plateaux, certains tableaux, on doit dire que la Marseillaise, et puis ces couleurs bleu, blanc, rouge dans ces bulles au début, ce drapeau qui est en fait un espèce de, c'est un feu d'artifice humide. C'était magnifique. Et puis l'accordéon, et puis Zizi Jeanmaire. Thierry, ouais, d'accord. Vous n'avez pas aimé Zizi Jeanmaire, Lady Gaga, Il y a quelques tableaux, Thierry. Franchement, la garde républicaine, moi je les aime beaucoup et j'ai adoré. Parce que à tout principe, il y a des exceptions. Mais franchement, c'était quand même pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Avec une Marie-Antoinette qui portait sa tête. C'est pas l'avis de tout le monde. Benoît Perrin. J'entends bien. C'est pas mon avis et je le partage. On vous écoute. Benoît. Bon, je partage en partie de l'analyse de Jacques, mais vraiment qu'en partie. Ah ouais, sur quoi ? Je trouve que dans cette cérémonie, la France a montré qu'on était d'abord une nation d'ingénieurs. Je trouve que effectivement, l'histoire du pont c'est beau, la vasque c'est somptueux, le cheval qui court sur la scène, ça a quand même un peu de gueule. Magnifique atelier de Nantes de la région nantaise donc je pense qu'il y a quand même eu des prouesses techniques qui étaient quand même plutôt vraiment très réussies. Très élégant. Donc on a montré au monde qu'on était un pays d'ingénieurs, et on a montré aussi au monde qu'on était quand même un pays profondément politique. Et je crois que c'est un peu mentir que de penser qu'il n'y avait pas de volonté politique derrière les organisateurs de cette cérémonie. Moi, franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage dans le cadre. C'est un problème d'être aussi politique, alors que c'est notre nature et notre culture. J'y viens. Le vrai problème, je trouve, de cette cérémonie, c'est qu'on a blessé des gens. Et je trouve que dans le cadre d'une cérémonie sportive, la moindre des choses, c'est de trouver des points communs, j'aurais tendance à dire, entre les peuples du monde entier, et pas de manière un peu minable, à mon avis, essayer tel un petit coup de pied de l'âne à la fin de la cérémonie en disant allez, on va se faire plaisir quand même sur un petit truc, hein, on va taper sur Marie-Antoinette, on va taper sur les cathos, on va taper mais sur... Mais ils ont montré. Oui, mais à quoi ça servait ? De toute façon, je veux dire, s'il n'y avait pas eu de problème, faut m'expliquer pourquoi la cérémonie elle était plus disponible pendant un moment, pourquoi des pays étrangers ont coupé au moment où les scènes dont on parle ont été diffusées. Aujourd'hui, à la télévision afghane, on voit pas les femmes. On les voit même pas dans les épreuves. Pourquoi un certain nombre de croyants Moi, je comprends pas cette volonté de blesser. C'est juste ça, vraiment. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux unir tout le monde, Thierry ? Thomas, allez-y, on va voir. Moi, je suis sensible à un argument de Jacques, c'est peut-être qu'on a moins mis en valeur cette fois-ci que dans un stade les sportifs qui sont le nœud de tout. Ça là-dessus, j'entends ça et je me dis, il a peut-être raison Jacques là-dessus. Et on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord, je pense. La Coupe du Monde de rugby en est l'exemple. La cérémonie avec Jean Dujardin a suscité un flot de critiques ininterrompues. L'accordéon, la baguette et la casquette. C'était beaucoup trop. Moi, je voulais faire un coup de cœur ce matin, si vous me permettez, sur la patrouille de France, la PAF, magnifique qui est basée à Salon de Provence et qui est l'élite de l'armée de l'air. J'ai eu la chance unique dans ma vie de les accueillir la veille, puisqu'ils se sont basés à Évreux la veille de leur départ, chez moi en Normandie, et je leur ai permis avec le département de l'Eure de leur ouvrir la maison Monet et ses jardins comme une pause à Giverny la veille, et donc j'ai eu cette chance incroyable de passer un morceau de soirée
célébrer avec eux. Et j'ai vu dans les yeux de ces pilotes, de ces champions, une fierté française, une fierté de servir, une fierté de donner du rêve, de l'espoir aux Français. Juste après la cérémonie d'ouverture, ils ont fait un show aérien à Cabourg, avec des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur les bords de plage. Et ils ont refait ce chœur non, ils n'ont pas refait ce chœur. Je pense qu'il avait vraiment fait que pour la cérémonie. Mais voilà, je voudrais mettre tout le monde d'accord et se dire qu'on a en effet des génies, des hommes brillants. Est-ce que Jacques, allez, je fais de la j'ai pas l'impression qu'ils étaient présents dans le défilé. On les a pas vus être fiers dans le défilé. Jacques, est-ce que vous êtes d'accord au moins sur un point avec nous, sur le fait que les pilotes de la patrouille de France nous ont gratifié d'un chœur dans la ville de l'amour, au-dessus de la ville de l'amour, malgré la pluie, on a eu droit. Oui, mais vous êtes d'accord là-dessus? Thierry, d'un mot. Il y a deux parties dans l'ensemble de la cérémonie. Il y a le début, ce défilé qui est franchement séquencé, il n'y a pas d'unité, etc. On ne vibre pas parce qu'on va passer une bargasse. Les gens sont d'ailleurs partis. Les gens sont partis. Les mariés et vont ensuite, pas être contents, hein. vous avez cette série effectivement de scénettes qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, et qui donnent pas l'impression que c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis vous avez la deuxième partie qui est parfaitement réussie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Benoît, parce que ça a été extrêmement bien calculé et extrêmement bien joué. Et là, on voit effectivement les monuments de Paris. Politique, ouais, je vous rappelle que Macron voulait que l'on voit les monuments de la ville de Paris lors du défilé. Eh bien, ça, c'est raté. Oh bon, on en a vu tout de même. Magnifique plan, Benoît Perrin. Dernier mot. Eh bien, Jacques, il fallait à ce moment-là monter un comité de soutien, vous organiser, faire un vrai travail d'influence pour que ce soit Nicolas de Villiers qui soit justement responsable de cette cérémonie. Je pense que le patron du Puy du Fou, le patron du Puy du Fou. Vous voulez nous ramener au Puy du Fou. On continue ce débat, Jacques, tout à l'heure, si vous le souhaitez, tous les quatre, Benoît Perrin, Baptiste Bénard, Thomas Alexoller et Jacques Miard, qui parle haut et fort aujourd'hui et qui se tape le cul par terre. Des JO. Allez, on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. C'est Mettez-vous d'accord. C'est sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ce ne sera pas un scoop pour vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Je peux vous dire que le débat a continué sur la cérémonie. Vous allez me dire que c'est complètement éculé, que depuis vendredi, ça y est, on sait qu'il y a des gens contre, il y a des gens pour, il y a des gens qui sont pour une partie, il y a des gens qui sont pour d'autres. Mais Jacques, là, vous avez mis le feu, on le discutait hors micro. Alors, à propos de ce coup de gueule et du coup de cœur aussi de Thomas Alexozer qui rendait hommage aux pilotes, nos pilotes de l'armée de l'air, de la patrouille de France, qui ont déployé ce cœur tout rouge là sur Paris, malgré la pluie, sous le plafond, comme on dit chez les pilotes, sous les nuages, ils ont déployé tout de même ce cœur rouge au-dessus de la ville de l'amour. Voilà. Bon, il faut vous dire, Jacques, vous savez, vous n'êtes pas content parce que vous trouvez que c'est vulgaire, que il y a une mais en Chine aujourd'hui, il y a une star. Tout le monde sur les réseaux sociaux se demande qui est ce Philippe Catherine potelé là en bleu, mais qu'est-ce qu'il chantait, et les Chinois adorent les gens potelés, et donc ils le trouvent très sexy et ils se demandent ce que c'est que cette chanson. Alors bon, c'est un peu à la marge peut-être, mais Thierry, vous avez vu ce qu'a dit Philippe Catherine hier? Il a présenté des excuses. Il a demandé pardon. Oui, il a demandé pardon. Il a dit moi-même j'ai été chrétien, il a été baptisé. Exactement, mais il a demandé pardon. Mais lui il voulait pas le faire. Je suis d'accord. Et Thomas Joly a dit que c'était pas une belle démarche. Je vous disais tout à l'heure que j'étais gêné par les gens qui sont contents de blesser les gens. Et ben là, lui, il a blessé des gens, il s'excuse, c'est formidable. Alors on va changer de sujet et on va dans la foulée finalement de ce débat que nous avons sur la cérémonie d'ouverture et donc sur les Jeux Olympiques qui éclatent en ce moment, toute l'actualité, qui s'impose partout, parce que en plus chez nous, ça se passe chez nous, mais non seulement ça, mais les Bleus ont vraiment, comme disait Jacques Miard, ils nous ont apporté des médailles. On est la 6e médaille d'or, jamais vue en si peu de temps. Alors moi j'ai une question, ça nous ramène à la politique, si vous voulez bien. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez qu'Emmanuel Macron a gagné son pari finalement d'une trêve olympique? Parce que on voit Gabriel Attal qui rame, qui réunit le gouvernement aujourd'hui même. On se dit mais quel gouvernement fantôme, en tout cas démissionnaire. On voit bien Lucie Castec essaye de dire je suis là, je suis candidate à Matignon. Bon. Et puis en réalité, la politique c'est fini. C'est pour l'instant, on est dans la trêve olympique. Il a gagné Macron. On parle plus des élections. On n'avait pas le choix d'avoir cette trêve olympique parce que malgré tout, je fais de la provoque, vous l'avez noté. On a des enjeux sécuritaires
majoritaires, Jacques en a parlé, aujourd'hui connaissent les dossiers, le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, le Premier ministre qui est quand même en opposition. Donc, même si j'ai regretté le choix de cette dissolution après les Européennes, avant les Jeux Olympiques, pour moi, ça n'avait aucun sens de faire ça à ce moment-là. Et la trêve, on n'avait pas le choix, parce qu'on peut pas changer de gouvernement, nommer un nouveau gouvernement en plein monument mondial dans lequel il y a des dizaines de forces de l'ordre mobilisées sur la capitale, sur les sites olympiques. Donc je pense qu'on n'avait pas le choix de cette trêve, au moins jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On verra, est-ce que ça durera sur le mois d'août et jusqu'au Paralympique, ça on ne le sait pas, mais on n'avait pas le choix de cette trêve pendant les JO. Jacques Miard, qu'est-ce que vous pensez de cette situation politique qui peut-être un peu bâtarde, mais pour l'instant, écoutez, il y a une trêve. C'est vieux comme le monde, c'est panem and circenses. C'est-à-dire, vous donnez au bon peuple des jeux et du cirque, et pendant ce temps-là, ils pensent pas à renverser l'empereur. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc, bien évidemment, il y aura un retour de flamme, un retour de bâton, parce qu'il y a un moment où le panem and circenses va cesser. Et bien évidemment, la France a besoin d'un gouvernement, la France a besoin de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est pas simple, je vous l'accorde. Mais il est clair, aujourd'hui, il y a des spécialistes autour de vous qui sont spécialistes des finances. Eh bien, si vous trouvez une solution dans l'état actuel des traités européens, au problème de la dette française, vous êtes fort et je vous offre le champagne. Alors je vais trouver. Du pain et du cirque, nous dit Jacques Miard. La solution fonctionne pour l'instant. Donc trêve pour l'instant. Non, je pense que Macron, je suis d'accord avec vous Thierry, je pense que Macron a justement très bien réussi. Et en fait, finalement, les Jeux Olympiques lui donnent une opportunité extraordinaire de laisser du temps au temps. Parce que là, très concrètement, s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques, on parlerait que de politique, on montrerait du doigt justement la situation extrêmement délicate institutionnelle dans laquelle la France se trouve, et en fait ça donne 15 jours de trêve, enfin 3 semaines de trêve, 3 semaines qui permettent justement aux partis d'essayer de négocier entre eux sous le manteau, c'est-à-dire que les Français sont pas vraiment au courant. Et moi j'ai l'impression que c'est presque les Jeux Olympiques en fait qui ont mis un terme justement à cette trêve politique, parce qu'en fait entre justement la polémique sur la cérémonie des JO, ce judoka qui prend du poids pour ne pas concourir contre un adversaire, la main d'un israélien, exactement, les drapeaux palestiniens à l'occasion du match Israël-Mali, l'extrême gauche, faut pas oublier l'extrême gauche quand même, qui justement profite des Jeux pour justement faire elle-même de la politique, avec les différents sabotages dont on pense qu'ils sont potentiellement à l'origine. Autrement dit, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour Macron, ça lui permet de souffler un peu. Puis, on sait que derrière, effectivement, les défis vont être énormes. Pour lui, il faut trouver un Premier ministre, il faut trouver un gouvernement. Et elle vous rattrapera. Et le sujet, exactement. Et le sujet central, vous l'avez dit Jacques, c'est évidemment la question budgétaire. Comme vous le savez, on est dans une situation catastrophique. On a le Conseil des ministres européens qui, la semaine dernière, a enfin lancé, sur demande de la Commission européenne, la procédure pour déficit excessif. 5 pays, dont la France. 5 pays ont été pointés. Exactement. On va devoir présenter un budget le 1er octobre qui doit être présenté à l'Assemblée nationale. On a effectivement un certain nombre de problématiques qui vont devoir être réglées au plus vite. Et là, on est dans une espèce de temps de latence qui permet aux uns aux autres de travailler sur ces sujets-là. Oui, Baptiste Ménard, socialiste. Je crois que c'est surtout les Français qui avaient besoin de cette trêve politique olympique. C'est-à-dire que nous avons quand même vécu une période politique intense, stressante aussi pour beaucoup de nos compatriotes qui avaient peur. On a bien vu avec le Front républicain que l'extrême droite puisse accéder aux responsabilités. Donc voilà, je pense qu'elle s'imposait naturellement parce que les Français avaient envie et ont envie de profiter des Jeux. On voit d'ailleurs ça à l'œuvre depuis quelques jours. Mais donc il a bien joué. Mais après, encore une fois, cela ne règle rien. Parce que là vous rejoignez Jacques Miard. Non mais à la mi-août, effectivement, il faudra quand même déterminer d'un gouvernement, et plus que d'un gouvernement et d'un casting dont pour le coup les Français se moquent un peu. La question c'est quelle feuille de route, et c'est ensuite quelle majorité à l'Assemblée nationale, parce que cette question reste entière à l'heure où on se parle. Alors écoutez, ce matin, chez Benjamin Glaise, dans la matinale de Sud Radio, Emmanuel Bléry, qui est député pas très loin de chez vous, en tout cas du Pas-de-Calais, Rassemblement National, évoquait cette question de la nécessité d'urgence de la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement.
il faudra convoquer un gouvernement, c'est-à-dire que la Constitution oblige le président de la République à offrir au peuple un gouvernement pour travailler. Ce n'est pas le cas. Il nous parle d'une date, peut-être après la mi-août, mais c'est bien trop tard, puisque comme vous l'avez dit, au 1er octobre, on devra voter le budget. Le budget est aujourd'hui en berne, un gouvernement sortant qui est là à la fois parfois en hémicycle et parfois pour gérer les affaires courantes. On ne sait plus trop ce que ça veut dire d'un point de vue de la Constitution. Le socialiste que vous êtes, Baptiste Ménard, dit la même chose que le RN Bléry, député du Non, pas exactement. D'autant que le gouvernement qui expédie les affaires courantes, c'est tout à fait respectueux de la Constitution. La question qui est posée, c'est... Mais il souligne comme vous l'urgence. Mais l'urgence, moi je ne dis pas qu'il y a urgence. Moi je dis surtout qu'il y a un problème à régler, c'est-à-dire quelle politique publique, quelle feuille de route et avec quelle majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça, moi, que je dis. Je dis pas qu'il y a urgence. Si les Jeux Olympiques sont l'occasion pour les forces politiques de travailler à bâtir des convergences, de déterminer les priorités sur lesquelles nous voulons avancer pour la prochaine année, parce qu'on sait bien que de toute façon, tôt ou tard, une nouvelle dissolution aura lieu, la question c'est quand même celle-là. Et c'est là-dessus que les Français nous attendent. Jacques Ménard ? Oui, alors... plusieurs choses. Je vais dire à Baptiste et en toute amitié, arrêtez de parler d'extrême droite quand vous avez 10 200 000 de nos concitoyens qui ont voté pour ceux que vous qualifiez d'extrême droite. Là, il y a un moment, il faut cesser de parler et de raisonner avec des slogans. Deuxièmement, c'est au président de la République, effectivement, conformément aux institutions, à nommer et à demander à une personnalité de constituer un gouvernement. Le problème, c'est que ça va être extrêmement difficile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution au problème de la dette dans l'état de la situation qui est la nôtre au regard des traités. Moi, je suis pour le retour, par exemple, que la banque fasse des avances au Trésor pour l'investissement, car même si vous supprimez le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, vous avez encore 2300 milliards de dettes. Donc il y a un moment, c'est pas avec des économies qu'on va y arriver, il faut changer radicalement de politique et avoir une politique de différence de structure. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, on va vers la crise de régime. C'est aussi simple que ça. Eh ben, on verra dans quelques instants sur Sud Radio si nos autres débatteurs sont d'accord avec vous, Jacques, sur cet avènement d'une crise de régime dans les semaines qui viennent, selon vous. Jacques Ménard et nos autres débatteurs dans un instant. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On se demandait à l'instant si, avec nos 4 débatteurs, si Emmanuel Macron avait réussi à imposer sa trêve politique olympique. C'est le cas, nous disent nos débatteurs, tous les 4 à peu près, si je résume bien. Mais attention, le réel va se réimposer très vite, à tel point, nous dit Jacques Ménard, un de nos 4 débatteurs, à tel point que ce sera une crise de régime dont vous annoncez l'avènement dans les semaines qui viennent. Jacques Ménard, maire de Maisons-Laffitte, Thomas Alex-Sauzer, les centristes et élu départemental de l'Eure en Normandie, Baptiste Ménard, socialiste et maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord, et Benoît Perrin, directeur de l'association Les Contribuables Associés. Alors, crise de régime ou pas crise de régime, Jacques, quand vous dites ça, juste d'un mot, vous appelez de vos voeux la démission du président de la République, par exemple. Pourquoi crise de régime? Parce qu'après tout, il peut très bien nommer aux alentours du 15 août une personnalité pour essayer de constituer un gouvernement. Oui, mais il va falloir faire passer un budget. Et là, à mon avis, ça va être extrêmement difficile avec des conceptions qui sont à l'opposé de A à Z entre les unes et les autres. Et là, ça va être très difficile. Donc, la France risque de se retrouver sans budget à l'automne. Et bien sûr, il y a des possibilités à ce moment-là de reconduire les dépenses, de l'année précédente, oui, c'est ça. De l'année précédente, par 12e. Mais il est vrai qu'on voit très bien que le président de la République sera dans une impasse. Oui. Et qu'il devra en tirer lui-même les conséquences. Et donc, s'il ne le fait pas, il y aura sans doute de grandes difficultés d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'on aura une crise de régime, même si, personnellement, je cite toujours Chateaubriand, je n'inscris pas à l'aune de mes espérances les malheurs de mon pays, mais les malheurs de mon pays, ça s'appelle aujourd'hui Emmanuel Macron.
Baptiste Ménard. Oui, quelques éléments en réaction à ce que disait Jacques, en toute amitié, comme il le précisait tout à l'heure. Je n'ai jamais qualifié 10 millions de Français d'extrême droite. En revanche, je revendique et j'affirme qu'effectivement, le programme de Marine Le Pen est d'extrême droite. Lorsque l'on prône la préférence nationale, c'est profondément d'extrême droite. Débat sur la qualification, d'accord. Mais revenons au budget, à la crise de régime. Parce que le vrai sujet, c'est crise de régime. Sur la crise de régime, aucun d'entre nous ne doit la souhaiter. Je le dis parce que ce qui est important, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. Et c'est pourquoi moi j'appelle à ce que les forces politiques profitent effectivement de cette trêve olympique pour construire, effectivement, on ne demande à personne de se renier, mais il faut quand même bien constater que personne n'a gagné les élections législatives anticipées. C'est pas le discours officiel de votre camp, mais moi, mon cher Baptiste. je dis les choses comme je les pense, avec sincérité et honnêteté. Personne n'a gagné les élections législatives. C'est bien qu'Emmanuel Macron ait reconnu qu'il les avait perdues, mais personne ne les a gagnées. Dans ce cadre-là, effectivement, la coalition du Nouveau Front Populaire est malgré tout la première en termes de sièges, mais on ne peut pas affirmer, comme Jean-Luc Mélenchon à 20h03, que nous allons appliquer tout le programme, et rien que le programme du Nouveau Front Populaire, en se réclamant vainqueur, alors même que en 2022, nous avons contesté à Emmanuel Macron le fait d'être majoritaire avec 250 députés. Donc je crois qu'il faut être sérieux, je crois qu'il faut donc, et c'est la responsabilité, je pense, des forces politiques membres du Front Populaire... Le gourou vous entend, j'allais dire Dieu vous entend. De dire Mélenchon vous entend. Nous voulons tendre la main, que nous voulons construire un projet sur lequel nous pouvons, chaque force politique, sans se renier encore une fois, mais dans l'intérêt du Français, déterminer des politiques. Quand je vois par exemple l'excellente proposition de loi qui a été portée par Guillaume Garot, un socialiste, un député socialiste de la Mayenne, pour dire, voilà, nous allons lutter contre les déserts médicaux, est-ce qu'il n'y a pas une majorité dans cet hémicycle pour le faire? Bien sûr que oui. Pour donner la priorité à nos services publics, à l'éducation. Voilà, donc c'est à tout cela que nous devons répondre. Benoît Perrin, vous vouliez réagir sur le budget, parce que vous continuez à associer... Je suis d'accord avec ce que dit Jacques Miard. Je pense que la vraie difficulté, on le sait tous, c'est qu'il y a en gros 3 France irréconciliables, et donc du coup il est quasiment impossible en fait de dégager un programme radical, ou en tout cas une orientation politique, parce que pour répondre à l'urgence de nos finances, c'est ça? En revanche, exactement, il y a un sujet sur lequel il faut absolument agir, c'est le budget de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, on a là l'Union européenne à nos trousses, on a les agences de notation à nos trousses, on a le FMI à nos trousses. Ces trois là, on a juste nos créanciers à nos trousses. On a juste nos créanciers qui nous disent tous les mois il faut rembourser. Et en fait, la vraie difficulté, exactement, elle est là, c'est que il faut bien comprendre que si on n'arrive pas à dégager un budget dans lequel nous faisons de grosses économies, je rappelle quand même que 25 milliards d'économies étaient prévues en 2024. Pour l'instant, il y en a à peu près 15 qui ont été exécutés, donc il faut encore en trouver à peu près 10. Si on n'arrive pas à trouver ces économies, et on sait où elles se trouvent, très concrètement, c'est dans la sphère sociale. Il faut toujours rappeler que, globalement, dans la dépense publique, vous en avez 50 qui est consacrée à la protection sociale, sécurité sociale, 20% par les collectivités locales et 30% par l'État. Donc, sans réforme de la protection sociale, on ne pourra pas faire des économies, parce que les économies... Mais ça passe par quelle équation politique? Parce qu'on a compris. On a compris, vous êtes d'accord avec Jacques, et on peut vous comprendre. Que malheureusement... Le budget, on ne boucle pas. Mais je pense que malheureusement, puisqu'en fait, nos responsables politiques gèrent l'argent public de manière laxiste depuis 50 ans, je crains très fortement qu'en fait, les réformes ne viennent pas de l'intérieur, précisément parce qu'il n'y aura pas de majorité politique. Et que en plus, nos responsables politiques le FMI va venir gérer. J'ai très peur effectivement que ce soit les marchés financiers qui nous imposent en fait très concrètement de saper. Mais ce serait pire qu'une crise de régime. Dans nos dépenses, les Français l'accepteront pas. Les Français ne l'accepteront pas. Il faut le savoir. 2 chiffres à mon avis importants. Le premier, c'est la charge de la dette. Il faut savoir que ce sera d'ici 2027 le premier poste budgétaire de l'État. Deuxième chiffre important, en 2026-27, vous nous avez noyé sous les chiffs, Benoît. On a compris l'enjeu, la grande idée, c'est que nos finances 100% de l'impôt sur le revenu servira à rembourser les intérêts de la dette. Donc on va travailler, les Français vont travailler pour rembourser nos créances. Oui, c'est ça le sujet, c'est qu'on va tous bosser on bosse tous pour payer le remboursement de la dette. Jacques Miard. Oui, moi je voudrais m'adresser à Benoît. Il n'y a pas de solution dans l'équation des traités européens aujourd'hui, FMI ou Commission. C'est pas parce que vous aurez fait 25 milliards d'économies que vous mettrez à ce moment-là sur 3300 milliards, vous voyez à peu près. Il faut retrouver une équation qui a été celle qui a permis à la France de se relever sous la 4e et la 5e. Ça s'appelle les avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement.
il faut relancer l'investissement en France. Il y a eu un grand emprunt européen qui a été... Mais non, mais c'est pas un emprunt. La technique des avances nous avait permis de relancer l'économie française. Et ça, alors bien sûr, c'est contraire au traité. Il faut savoir si on applique aujourd'hui le 123.5 du TFU, qu'on l'applique parce que c'était traité obsolète, ou si on va dans le mur. Bon. C'est aussi simple que ça. Jacques, on est le premier pays, on a la dépense publique la plus importante au monde par rapport au PIB. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait juste revenir dans les standards européens en termes de dépenses publiques? En fait, on ne demande pas beaucoup plus que ça. Qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec une espèce de vague. En fait, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Thomas Alexozer. Oui. Je crains... Ne nous ramenez pas à ce débat technique, parce que là, on est noyé. Je ne vais pas donner de chiffres. Là, oui. C'est pas un débat technique, c'est un débat politique. Oui, Jacques, technopolitique, vous avez raison. Pour la troisième fois, donc, je crains un shutdown à l'américaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les forces politiques ne sont pas capables d'afficher, à partir de septembre-octobre, de la stabilité. Vous êtes tous d'accord sur la crise de la modération qui va arriver. Budgétaire. De la modération dans les débats à l'Assemblée nationale, de la stabilité politique. Nous allons vers une crise sans précédent, parce que nos créanciers, les gens qui tous les jours, nous prêtent de l'argent pour payer nos finances, vont dire, attendez, c'est terminé, on prête plus. Et là, on a un schéma à la grecque qui arrive. La Grèce de Mitsotakis, c'est la Grèce qui, il y a quelques années, s'est retrouvée bloquée avec la BCE qui a dû... Il faut empêcher le shutdown, et j'en appelle aussi à la gauche modérée. J'en appelle aussi aux députés socialistes. J'en appelle aussi à François Hollande, qui a quand même été président de la République. Vous leur dites quoi? Je leur dis, mettez-vous autour d'une table, et au lieu de vous focaliser sur un programme mensonger d'un SMIC à 1 600 €, d'une retraite à 60 ans, trouvons ensemble les moyens de préserver le système, de faire des économies en effet dans nos dépenses sociales, de lutter contre la fraude et de mener des défis ensemble. Sinon, je vous le dis, c'est le shutdown. En un mot, mettez-vous d'accord. Le socialiste Baptiste Ménard, la pression est sur vous là, parce que au fond tout le monde est d'accord, y compris vous, sur l'idée qu'on risque, s'il n'y a pas de solution technique sur le budget, on risque d'être en impaiement, en shutdown, pour reprendre le plan milicisme, et en crise de régime, nous dit Jacques Miard. Et là, tout le monde se tourne vers vous en disant, allez, les modérés de chez vous, venez dialoguer, venez gouverner avec la droite et le centre. C'est là qu'il y a une petite difficulté, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il y a une difficulté pour vous dans votre propre camp. Non. Dans votre propre camp. C'est là où il y a une difficulté politique et de lecture politique des résultats du 7 juillet dernier. Non. En face. Puisque c'est ce que je disais, personne n'a gagné, mais néanmoins, la première force politique en termes de coalition, c'est le nouveau Front populaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire, effectivement, c'est le programme du Front populaire qui doit s'appliquer, lui et lui seul, parce qu'évidemment, il n'y a pas de majorité pour le faire, mais ça veut dire quand même que celles et ceux qui ont également perdu et qui ont moins de députés que nous, doivent quand même prendre acte de cela. Ça veut dire Thomas Alexozer, il vient de vous dire, on a compris, mais venez discuter avec nous. C'est pourquoi, moi, je souhaite qu'il y ait une discussion, mais cette discussion doit se faire sur la base du projet que nous avons défendu, puisque c'est la première force politique en termes de nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que nos auditeurs ont bien compris qu'entre le centriste Thomas Alexozer et le socialiste Baptiste Ménard, il vient de se passer une discussion. Il y en a un qui nous dit venez discuter avec nous, et l'autre qui dit non, venez discuter avec nous sur notre projet. On n'y arrivera jamais. Mais si, on va y arriver, parce que le même Baptiste Ménard nous dit qu'il ne peut pas travailler avec Mélenchon, donc ne me dis pas que c'est la première force alors que les socialistes refusent de travailler et de respecter Mélenchon et son programme et ses délires. Elle est là votre contradiction, Baptiste. Nous ne nous alignons pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur les outrances et la radicalité de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr que non. Mais pour autant, nous avons bâti un projet politique sur lequel, effectivement, il y a eu un rassemblement. Vous avez menti aux Français, Baptiste. Moi, je veux bien que vous refaites à chaque fois le débat là-dessus. La réalité, c'est que nous devons avoir l'esprit de responsabilité dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des Français, et que donc, il faut que chacun fasse un pas. Vous dites tous qu'il faut être responsable, mais personne ne veut discuter avec personne.
peut-être que nous faisons un pas en disant qu'effectivement, le programme du nouveau Front populaire ne peut pas s'appliquer en tant que tel, mais qu'il doit être une base de discussion sur laquelle nous pouvons effectivement bâtir des convergences demain, encore une fois, dans l'intérêt du pays. Moi, je suis perdu comme tous les auditeurs. On voit quoi, comme tous les citoyens, on voit que vous dites, il faut discuter, discutons, mais personne veut aller vers l'autre, traverser la rue. Benoît Perrin, une toute petite Alors, une je fais phrase. pas de politique, mais c'est vrai qu'il faut absolument que vous mettiez d'accord, parce qu'en fait, si vous mettez pas d'accord, c'est encore une fois les instances internationales qui vont nous mettre d'accord. Donc je veux dire, tant qu'on n'aura pas compris que le sujet numéro 1 aujourd'hui en France, c'est l'équation budgétaire, le Fonds monétaire international, on court à la catastrophe. Et moi je veux bien qu'on parle de tous les sujets, si vous voulez, mais en fait, il y a quand même le sujet budgétaire. Si on met pas ça au centre d'un accord que vous devez avoir, notamment sur la réduction, encore une fois, du train de vie de l'État, eh bien on court à la catastrophe. Jacques, c'est la pub normalement. Alors une phrase, je vous donne la parole si vous me promettez que c'est une phrase, parce que là c'est la pub normalement. Jacques Miard. Ah bah ouais, alors, soyez sympa, Jacques. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thomas quand il a parlé de shutdown. On est exactement dans ce cas de figure, dans le cadre des traités européens, où les États sont soumis à l'arbitrage des marchés internationaux. Donc vous dites qu'il faut sortir les traités européens. Non, je dis pas qu'il faut sortir, ça c'est pas vrai. Je dis qu'il faut réformer un certain nombre de points et retourner aux avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement. On l'a compris. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Merci Jacques, merci à tous sur ce débat. C'est pas fini. On va essayer de se mettre d'accord sur une autre dimension. Tout d'un coup, un changement dans la diplomatie française, le Sahara occidental, le Maroc vers lequel le président de la République avec lequel il essaye de se réconcilier, le roi du Maroc, il lui écrit et lui dit on est sur votre position sur le Sahara occidental, mais alors du coup, c'est une catastrophe du côté algérien, un coup de tonnerre. Les Algériens sont très en colère contre la France. On y revient tout de suite dans Mettez-vous d'accord. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs, la tradition de Valérie Expert qui est en vacances. Avec nous ce matin, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte dans les Yvelines et qui a été candidat aux législatives LR RN, c'est-à-dire LR Ciotti. Thomas Alexoser, centriste, secrétaire général du groupe Les Centristes et élu départemental, conseiller départemental de l'Eure, la Normandie. Baptiste Ménard, lui, c'est un peu plus au nord. On est à Mont-Saint-Barreuil dans le nord et vous êtes adjoint au maire socialiste Baptiste, et Benoît Perrin qui lui représente plutôt les citoyens, je dirais, avec les contribuables associés, votre association qui suit de près la question des finances publiques. On vient d'avoir un gros débat, Benoît, évidemment, grâce à vous et à Jacques Miard sur ce sujet. Alors moi je voudrais vous emmener sur un autre terrain qui est celui de la politique internationale, la politique étrangère, la diplomatie française qui là tout d'un coup vient de prendre un virage. Ça faisait des mois qu'on soulignait la difficulté de la relation entre Paris et Rabat, entre le président de la République Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, à tel point, souvenez-vous, qu'au moment du tremblement de terre récent dans le centre du Maroc, à Marrakech, eh bien, les services de secours norvégiens, russes ont été acceptés, qui sont venus porter une aide aux Marocains dans ce drame, mais le roi du Maroc a refusé que les services de la sécurité civile française, qui se proposaient aussi d'aller aider nos amis marocains, ne viennent. C'était un grand symbole de la déchirure. Eh bien là, Emmanuel Macron a choisi la réconciliation. Est-ce qu'on est vers la réconciliation avec le Maroc, puisqu'il décide de donner gain de cause au roi du Maroc, Mohamed VI, dans la problématique du Sahara occidental que se disputent Algérie et Maroc. Et du coup, c'est un coup de tonnerre chez les Algériens, et le régime algérien décide de rappeler son ambassadeur à Paris, son ambassadeur de France, de l'Algérie en France, à Alger. Donc l'ambassadeur à Paris d'Algérie est rappelé à Alger. C'est un signal que ça va pas du tout. Puis ils vont pas en rester là. On dit que par exemple l'Algérie pourrait refuser de récupérer les OQTF qui sont renvoyés dans leur pays en nous les laissant. Voilà. Bon, alors comment réagissez-vous à cette décision du président de la République? Est-ce qu'il a eu raison? Jacques Miard. Écoutez, c'est une vieille histoire parce que l'Algérie a toujours soutenu le Polisario. Et je me souviens l'État marocain, contre l'État marocain, que le Marocain a toujours dit que le Sud-Ouest était partie intégrante, je dirais, de l'empire chérifien. Donc on est dans la quadrature du cercle.
Premièrement, je relève que les Américains soutiennent le Maroc dans cette optique, que Israël soutient le Maroc dans cette optique, et que nous, on rallie maintenant le Maroc. Il est évident qu'on va le payer du côté, entre guillemets, du côté de l'Algérie, qui a pour politique constante depuis toujours. La frontière est fermée entre l'Algérie et le Maroc, comme vous le savez, et elle a toujours donné asile aux gens du Polisario, et elle a toujours aidé militairement le Polisario. Ils sont des rebelles du Sahara occidental contre l'État marocain. Voilà, contre des rebelles du Sahara occidental. Donc c'est une quadrature du cercle. Aujourd'hui, on fait le pari, bien évidemment, que c'est le Maroc, dont acte. Eh bien, on va voir comment ça évolue. Mais il a raison, Emmanuel Macron, de faire ce choix, selon vous ? C'est un choix politique dicté par un certain nombre de considérations au regard de nos intérêts à la fois économiques et politiques, mais il est évident que l'Algérie, il faut pas l'ignorer, et que c'est un État qui est clé dans le Maghreb, entre le Maroc, l'Algérie, Tunisie. Donc ça va être assez difficile à gérer pour nos diplomates. Au passage, on voit bien que quand Macron a supprimé le corps diplomatique, eh bien c'est une faute, et qu'on devrait. J'en profite pour le rappeler, parce que ça c'était un scandale des scandales, hein. Et donc il faut rétablir une politique étrangère indépendante qui soit ni vassal des Américains, ni vassal de Moscou, ni vassal de Bruxelles, ni vassal des Allemands. Nous devons avoir notre propre politique étrangère indépendante. Bon alors, ça c'est l'opinion de Jacques Miard. Baptiste Ménard, vous me disiez, pourquoi ça tombe maintenant ? Pourquoi cette décision maintenant ? Vous êtes étonné de la décision du président de la République ? Oui, c'est vrai. Je suis un peu... j'ai été très surpris par la temporalité, le timing de cette annonce. Est-ce le rôle du président de la République? Est-ce le rôle de la France de prendre parti sur ce dossier du Front Polisario, qui est quand même un dossier extrêmement complexe, avec le risque, on le voit bien effectivement, de se fâcher avec les dirigeants algériens. Ils ont déjà rappelé leur ambassadeur. Qui peut avoir des conséquences directes, je pense, sur les matières premières qu'ils nous fournissent. Vous voulez nous dire quoi ? Alors, vous voulez nous dire que finalement, le président de la République a profité de la trêve pour prendre une décision qui aurait appelé un consensus politique qui ne peut pas exister en ce moment en France ? Oui, et puis surtout, je pense que, encore une fois, le dossier étant assez complexe, je pense que ça aurait mérité un débat au Parlement. Parce que quand même, depuis 2007, la position de la France, c'était de considérer que le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse, une base sur laquelle on pouvait s'appuyer pour discuter et aboutir à une solution qui soit négociée, consensuelle. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'effectivement, on sait bien que l'Algérie en fait aussi une question... Il aurait dû attendre Macron, c'est ça que vous nous dites, au fond. Je m'interroge vraiment sur, effectivement, le timing qui est choisi par le président de la République. Et Thomas Alexander ? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que il fallait remettre les conditions d'une entente et d'une amitié avec le Royaume du Maroc. Qui est de plus en plus puissant économiquement et qui pèse sur un pays extrêmement puissant, mais qui est extrêmement puissant dans la région aussi. Et dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui dynamise l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous devions renouveler cette amitié, redresser cette amitié. Le ministre des Affaires étrangères était hier à la fête français, du trône Stéphane Séjourné à Paris, en présence des membres du gouvernement. À l'ambassade du Maroc. Je crois que Rachida Dati était au Maroc. Il y a eu aussi avec l'Algérie des relations très complexes ces derniers mois, ces dernières années. Et le dialogue, je pense, est à construire avec le Maroc davantage. Est-ce que le président de la République n'a pas finalement fait le choix d'une puissance économique contre un pays, l'Algérie, qui finalement ne sort pas de la mémoire de la guerre d'Algérie et qui n'arrive pas à s'entendre avec nous et qui nous le reproche en permanence, alors qu'il y a quand même, depuis les années 60, c'est réglé, c'est fait. Donc est-ce que c'est pas un peu ça le choix Je pense pas qu'il faille penser qu'on choisit un pays plus qu'un autre par raison économique. Je pense qu'il y a un choix de conviction qui a été fait aussi. Benoît Perrin. Moi, je pense qu'au contraire, c'est les pouvoirs économiques en fait qui ont décidé. Moi, je pense que on n'a jamais compris pourquoi Macron, depuis sa prise de pouvoir, a toujours privilégié l'Algérie par rapport au Maroc. Et on sait en plus que ces deux pays-là sont quand même très concurrents. Parce qu'ils voulaient en sortir de la guerre liée à la guerre d'Algérie, de l'affrontement permanent des nouvelles générations. En tout cas, ça a fâché considérablement le Maroc. On lit même ce matin dans la presse que le roi du Maroc refusait de le prendre au téléphone, ce qui est quand même extraordinaire. Il a montré jusqu'au bout sa dureté. C'est vraiment, on a l'impression qu'en tout cas la diplomatie
il faut choisir soit le Maroc, soit l'Algérie, mais on peut pas. La position d'équilibre est très difficile à tenir. Et donc je pense qu'au contraire, c'est donc du coup les pouvoirs d'affaires en fait qui ont imposé cette décision. Ne serait-ce que des chiffres, les investissements en Algérie, c'est à peu près 2,5 milliards par an. Enfin, en tout cas, en 2022. Le Maroc, c'est 4 fois plus. On est à peu près aux alentours de 8 milliards. Et on voit bien qu'en fait, les hommes d'affaires français commençaient à en avoir un peu marre des vexations qu'ils subissaient de la part de l'administration algérienne, puisqu'on sait que c'est assez difficile. Aussi et marocaine aussi, exactement. Qui favorisait le business, mais qui disait il faut qu'on se réconcilie. Exactement. Et je pense qu'au final, c'est donc les chefs d'entreprise qui ont fini d'achever le changement de position de Macron. Ça vous donne un peu raison, alors, Jacques. moi, je vais vous dire, je suis intimement convaincu qu'effectivement, le business poids économique a prévalu. Et puis, il y avait aussi un deuxième aspect, c'est qu'on s'est fait tellement taper dessus par les Algériens, alors même que Macron l'a cherché, parce qu'elle allait dire à 2 reprises en Algérie que la France avait commis des crimes contre l'humanité, c'était donner des verges pour se faire battre. Hein. Donc là, je suis convaincu qu'on a choisi un partenaire économique avant tout, et aussi un partenaire, ça vous plaît pas, ça traditionnel. Ben, moi je suis pas contre. Simplement, on va le payer de l'autre côté, et c'est là où ça va être extrêmement difficile. On va avoir des difficultés. Mais cela étant, il y a aussi l'aspect du Maroc qui a des entrées dans toute l'Afrique, je dirais subsaharienne, et qui peut être plus efficace que les Algériens. Encore que, je n'en sais rien, parce que l'Algérie a un pouvoir de nuisance assez déterminé. Oui, bien sûr. J'évoquais à l'instant les personnes qui sont sous OQTF et qu'on veut renvoyer parce qu'elles ont commis un délit ou un crime en Algérie, par exemple. Hein, si l'Algérie refuse de les reprendre, ben, ce sera en effet très compliqué. Alors, vous voyez, ce matin, on n'a pas parlé d'Israël. On aurait pu parler d'Israël qui a tapé en supprimant, puisque c'est le terme. En tout cas, elle a assassiné le chef du Hamas, ou en tout cas, elle a répliqué militairement Israël. Mais oui, Thomas Alexoder. Oui, c'est un fait d'actualité très important, hein, l'exécution. Je lance pas le débat, je disais juste qu'on aurait pu en parler, mais juste un mot, Thomas. Je pense juste qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, à savoir comment est-ce que l'Iran va ou ne va pas réagir à cette exécution sur son sol. Oui. Mais malgré tout, ça montre aussi, je trouve, l'impunité. Le chef du Hamas assassiné sur son sol. L'impunité de ce chef du Hamas qui voyageait librement, sans aucune contrainte, tantôt au Qatar, tantôt en Turquie, tantôt en Iran, qui est quand même celui qui a déclenché la guerre. 7 octobre, sans être sur place. C'est lui qui a déclenché la guerre entre Israël et la Palestine. En tout cas, je ne m'attendais pas, alors qu'on voit bien qu'on rentre dans non pas la torpeur, mais dans la relative tempérance de l'été, hein, liée à la chaleur, liée aux vacances, liée aux JO. On est sur autre chose, et on a tous envie d'être sur autre chose et sur les vacances. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez autant de sujets ce matin, de débats passionnants, tous les 4. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous êtes mis d'accord quand même. Merci Jacques. Merci Benoît. Oh les cœurs, le combat continue. Merci Thomas et merci Baptiste, merci à tous les 4. Et vous serez à nouveau, bien sûr, peut-être là, dans les jours qui viennent ou au mois d'août. Et bien sûr, à la rentrée avec Valérie Expert, vous serez à nouveau nos invités sur Sud Radio. Merci à tous et à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.